Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage qui vous vient d'un garage à Québec. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on s'en va faire une petite balade de 2 jours. Donc, en premier temps, on va aller dormir à Latuc dans le véhicule avec le mode camping Tesla. Il va faire quand même assez froid, autour entre moins 15 moins 20 degrés Celsius. Donc, ça va être une expérience super intéressante. On va voir si on peut réellement faire ça. Puis, en un deuxième temps aussi, étant donné qu'on va faire une bonne boucle de peut-être 700 km. On va aller en région montagneuse. Il va faire super froid. On va tester la performance justement de cette Model 3 restylée, la 2024, qui est comme mon véhicule personnel, comme vous avez pu comprendre. Puis derrière la caméra, j'ai Sylvain, un de mes amis de longue date, que vous avez peut-être vu dans certaines capsules. Enfin, le but, c'est que j'ai quelqu'un pour m'aider dans cette aventure. Puis je suis super content. Merci beaucoup, Sylvain. Puis sans plus tarder, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va aller préparer l'itinéraire de ce soir avant qu'on aille dormir. Et allons-y! C'est le départ, aucun temps respecté, il n'y a pas de vitesse à respecter. T'sais. On s'en va avoir du plaisir, on s'en va visiter, on va vous montrer des beaux paysages, puis on va faire l'expérience de dormir dans la voiture. Hein. On va voir si ça fonctionne. Au pire, on ira à l'hôtel. Hein. Essentiellement, on veut ne pas prendre l'autoroute. Puis notre premier arrêt ce soir, là évidemment, il y a un peu d'autoroute ici, mais pas grave, on va enlever ça. Là. On va passer par Saint-Raymond, Saint-Tite, et on va aller recharger chez Couche-Tard ici, juste avant d'embarquer sur la route 155 en Mauricie. On va se donner une petite recharge. Ça dit qu'on va arriver à quoi? Si tout est sous contrôle, 31 % à cet arrêt-là. Peut-être que c'est là qu'on va arrêter souper après. Et l'arrêt final de ce soir sera à Latuc. Je ne sais pas où on va dormir, mais on va se trouver un endroit confortable. On va recharger, mettre assez d'énergie pour avoir l'énergie pour la thermopompe pour dormir. Puis ensuite, bien, ça sera ça. Puis on va vous montrer l'installation, tout ça. Puis demain, l'itinéraire sera de... Attendez une minute. L'itinéraire demain sera, on va aller Latuc, on va aller au Lac-Saint-Jean, Saguenay, puis ensuite, on va revenir par le parc des Grands Jardins, la route 381. Ici, c'est magnifique. Je suis déjà allé là avec mon Volvo S60. De toute beauté, vous allez avoir des paysages grandioses. Puis ensuite, on va passer par Charlevoix aussi, une magnifique région du Québec. OK, fait qu'on est à notre premier arrêt de recharge dans cette petite aventure hivernale. On est à Shawinigan, dans une superbe station-service Couche-Tard, très bien aménagée. Il y a un rond-point, la route 155 est juste là. Fait qu'on est chargé sur les bornes 180 kW ABB. Ça, vous savez, j'en parle tout le temps, c'est mes bornes préférées, que ce soit avec le circuit électrique ou avec Couche-Tard. Fait intéressant, on a eu énormément de difficultés à se connecter à la borne avec l'application du circuit électrique parce que depuis un certain temps, l'application du circuit électrique a les bornes de Couche-Tard qui sont un peu interopérables. Ça marchait très mal, puis j'ai tenté ma chance avec le lecteur de carte de crédit que d'habitude, ça marche jamais. Ça a marché du premier coup, on charge à 56 sous le kilowatt. Ça fait 8 minutes qu'on charge, on charge à 50 kW. La batterie est froide, évidemment. Avec les Tesla, c'est ça le défaut. Tu ne peux pas préconditionner en route à moins d'avoir les sexy boutons que j'ai activés, mais là, on mangeait à Saint-Tite au restaurant. Donc, le véhicule est arrêté. T'sais, évidemment, je le savais que la session de recharge allait être lente, je le savais. Puis, j'en ai parlé dans une autre vidéo, hein, les batteries LFP, il faut vraiment être sa coche, puis toujours les préconditionner avec les superchargeurs en naviguant parce que c'est tellement massif, ces batteries-là, que l'hiver, c'est très dur à préconditionner. Donc, on a des sessions de recharge un peu décevantes. Mais bon, écoutez, on est en vacances, c'est correct. Donc, on va monter ça au moins à 80 %. Puis après ça, on va se diriger vers Latuc. On se dirige vers le superchargeur à Latuc. On va recharger la batterie vers 80-90 %, mais là, on doit avoir une session assez intéressante. Puis après ça, on va installer le campement dans le véhicule pour dormir. Et aussi les petites statistiques pour ce segment. Donc, depuis qu'on a quitté Québec, 171 km, 30 kWh consommés, 17,8 Wh par kilomètre. Bonne consommation. Les routes étaient très enneigées, comme vous avez pu voir dans les images. Puis ça se passe bien. Là, regardez, si on regarde notre navigation, on va se diriger vers Latuc. Donc, la fameuse route 155 qui longe le Saint-Maurice. Ça va être super beau. Là, on est la nuit, mais c'est pas grave. On va aller remplir les batteries à Latuc au superchargeur. Puis ensuite, on va se préparer là, pour dormir.
Donc, on est arrivé à la tuque, ça s'est super bien passé. Puis là, la recharge a commencé, comme je vous dis, toujours à 170, 175 kW. Donc, tout est sous contrôle, même s'il fait moins 15 degrés Celsius. La consommation était quand même assez bonne. Donc là, moi et Sylvain, on va aller se changer lorsque la recharge sera terminée. Là, on va probablement monter ça autour de 90 %. Puis c'est ça, on va installer, on va vous montrer un peu là, comment on est installé. Ça va être intéressant de voir. Puis après ça, le secret, ça va être de dormir puis de voir si on ne gèle pas. Il fait présentement moins 15, petite neige. À date, tout ce que j'avais prévu arrive exactement comme j'avais prévu. Puis c'est ça l'important. Mais c'est un site de recharge quand même intéressant. Là. C'est en plein milieu de la ville. Il y a la gare Via-Rail, là, où est-ce que les gens peuvent prendre le train vers Parent ou vers Sainte-Terre en Abitibi. Évidemment, là, la Tesla rugit la thermopompe pendant la recharge. On devrait être là à peu près 30 minutes là, pour monter ça à 90 %. Mais sinon, tout se passe bien. Honnêtement, c'est merveilleux. Les joies de l'hiver. Bon, comme vous pouvez le voir, on est tout installé. Le mode camping est mis sur le véhicule. Le mis à 17 degrés parce que c'est toujours merveilleux de dormir à la fraîcheur. Dehors, il fait moins 12. La voiture est à 80 %. Elle est encore à 80 % depuis qu'on a arrêté de recharger. On a consommé à peu près 500 watts. Puis ça fait peut-être 1 heure qu'on est là. Donc, c'est l'heure de dormir. Puis on se revoit demain. Puis on va vous montrer un peu plus de détails là, demain matin, là, comment que tout ça est installé. Mais pour l'instant, on est très confortable. 7h30 du matin. Voici le modèle 3. On a réussi à dormir. On a dormi confortablement, moi et Sylvain. On va vous montrer un peu notre organisation. Puis, excusez le désordre, là, c'est une petite voiture. Mais essentiellement, ce que nous avions là, pour commencer, la batterie Blue Yeti branchée. Qu'est-ce qu'il y avait de branché à l'intérieur? Couverture chauffante. La couverture chauffante servait à quoi? Servait à isoler nos pieds du fond du coffre. Et dans le fond du coffre, vous allez mal voir, là, il y avait là, de l'isolant, là, papier bulle, un peu de l'isolant de maison, comme ça que j'ai mis un peu partout dans les fenêtres. Comme vous pouvez voir, là, que ce soit sur le plafond, l'autre toit ouvrant, le pare-brise à l'avant là, et les fenêtres ici. Et nous avions 2 petits matelas là, de plein air là, qu'on a dégonflés, sac de couchage et tout. Et moi, j'avais des combinaisons de ski, Sylvain aussi, puis on a dormi très, très bien. Puis, d'un point de vue de consommation de batterie, le véhicule, là, c'est le désordre à l'avant, je vais vous montrer ça sur l'écran, là. On s'est stationné à 80 % de batterie dans cette station-service Irving, sur la route 155, à la Tuque. Et on vient de se réveiller ce matin, 60 %. Donc 20 % de batterie. Le mode camping avait été mis à 17 degrés au préalable, petite nuit fraîche. Mais je l'ai monté 2 fois dans la nuit, 18, ensuite 19. Mais là, on était à 60 %. Donc une consommation assez faible, là. Vous allez le voir ici, là, sur l'écran en termes de wattheure ou en termes de kilowattheure utilisés. Donc, ça fonctionne. Là. Puis durant la nuit, là, je pense en ce matin, il fait moins 16 degrés Celsius. On s'est couché, il faisait moins 12, moins 14. Donc, c'est une confirmation, c'est une réussite. Mais c'est sûr que seul, ça aurait été un peu mieux d'un point de vue de l'espace puis le désordre. Mais avec Sylvain, là, 2 humains, ça génère une certaine chaleur. Donc, c'était tout à fait sécuritaire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller déjeuner, recharger la voiture à bloc et on va continuer notre aventure vers le lac Saint-Jean. De retour sur la route, c'est mon collègue Sylvain au volant. Donc là, on est sur la route 155 Nord. On s'en va recharger au superchargeur à Chicoutimi. Donc, c'est le thème. Hein? Toutes les fois qu'on fait quelque chose, on va recharger. C'est non-stop. Hein? Évidemment, souvenez-vous, le but de ce voyage, on avait plusieurs objectifs. L'objectif 1, qui était de dormir confortablement dans la Model 3 en plein hiver, c'est complété. On a bien dormi, même Sylvain de son côté. Ça a été confortable, évidemment. C'était serré. Puis à la fin, je pense que c'est préférable de faire ça seul dans la Model 3. Je dirais que par là qu'un Model Y, c'est beaucoup plus intéressant de faire ce qu'on a fait de par la hauteur du toit puis le véhicule, l'intérieur un peu plus large. Puis les autres véhicules électriques, là, à la fin, c'est pas... je dis pas ça juste pour dire que c'est seulement les Tesla qui peuvent faire ça. Un Ioniq 5 peut faire ça là, admirablement, sans problème. Là. Les voitures électriques en général. Ce qui est intéressant, c'est la consommation d'énergie durant la nuit.
En 8h50, on a utilisé 13,4 kWh d'énergie, donc une moyenne de 1500 watts de puissance utilisée par heure, 1,5 kWh par heure. En tout cas, vous comprenez, les unités, c'est un peu débile. Donc, c'est assez raisonnable. Il faut prendre en compte que toutes les fenêtres étaient isolées et 2 humains à l'intérieur du véhicule aussi. Tu sais, des humains, ça dégage de la chaleur, donc ça l'a compensé, mais quand même, hein, la moitié de la nuit s'est faite à moins 16 degrés Celsius, donc il y avait quand même un gradient de température là, de plus de 25 degrés. Puis, c'était pas trop bruyant. J'ai entendu 2-3 fois dans la nuit là, la thermopompe gronder un peu plus, mais ça a été... je me rendormais entre les fois, donc honnêtement, je suis assez satisfait de mon expérience. Ça veut dire que l'été, ça doit être parfait, et l'hiver seul, ça doit vraiment pas être un problème. Là, la projection d'itinéraire dit qu'on va arriver à peu près 4,7 % au superchargeur à Chicoutimi, puis ça diminue puisqu'on est parti de là-dessus avec 9 % de projection, puis ça fait seulement, je pense, 13 km qu'on est parti. Donc, tout porte à croire qu'on ne se rendra pas. Un peu déçu, on verra comment ça évolue, mais pas stressant. On a des bornes circuit électrique à partir de Lac-Bouchette, là, dans une peut-être centaine de kilomètres. Puis après ça, il y a des bornes un peu partout. Fait que c'est pas stressant, c'est juste que ça ajoute un arrêt que j'avais pas prévu, puis le but, je voulais être sûr d'avoir tout bien planifié moi-même. Peu importe. Puis l'autre partie de cette journée là, qui va être intéressante, les paysages sont magnifiques, comme vous avez pu voir sur les dernières images. Bien là, on va aller traverser justement là, une chaîne de montagnes là, dans le parc des Grands Jardins, la route 381. Ça, je l'ai déjà fait, c'est de toute beauté. Je l'ai jamais fait l'hiver. Ça va être super intéressant. Puis lorsqu'on va être rendu au sommet de cette route-là, on va être à peu près à 980 mètres d'altitude. Bien là, on va redescendre essentiellement au niveau de la mer à Baie-Saint-Paul. Donc, j'ai hâte de voir la quantité d'énergie qu'on va récupérer sur la descente. Ça, c'était un autre objectif que j'avais, c'était de faire cette route-là en hiver. Une chose que je suis très content, c'est la performance du chauffage dans le véhicule. Jamais qu'on a froid, même qu'à un moment donné, on enlève nos vêtements, on enlève nos manteaux. Parce que, tu sais, évidemment, c'est trop chaud et ça sert à rien là, de suer pendant qu'on conduit plusieurs heures. Donc, on va se revoir plus tard. Puis la dernière chose que je voulais vous mentionner aussi, c'était que hier, lorsqu'on est arrivé là-dessus, qu'on s'est rechargé 11 % à 81 % sur le superchargeur, on était complètement préconditionné. On a une session de recharge que j'appelle parfaite. Hein? Un départ à 170, 175 kW, puis ensuite, on descend graduellement. Puis en 29 minutes, on a fait 11 % à 81 %. Tu sais, on est dans ma session de recharge que je vous dis, c'est toujours à peu près 26 minutes. Ça s'est passé parfaitement. Mais ce matin, avec une batterie à 5 degrés Celsius, complètement gelée, une brique de fer et de lithium qui pèse 300 kg, bien là, faire 57 à 85 % ça a pris 1h10. Une chance qu'à côté, il y avait un restaurant, puis qu'on est allé déjeuner, puis que lorsqu'on est retourné au véhicule, bien, il restait 9 minutes de recharge. Donc, pour nous, ça n'a pas paru. C'était déjà prévu. Mais le faire dans la vraie vie puis attendre, là, au secours. Et c'est là mon point que, tu sais, la batterie LFP a plein d'avantages. Puis oui, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plusieurs capsules, hein, une batterie LFP, si le manufacturier du véhicule a un système de thermorégulation de la batterie qui est performant, vous allez avoir des bonnes performances l'hiver parce qu'on va lui mettre de la chaleur dans la batterie, mais on est dans le véhicule qui a un des meilleurs systèmes. Puis même là, il y a des lacunes parce que c'est trop long. Chauffer cette batterie-là là, adéquatement. Puis cette batterie-là a besoin d'une température assez élevée pour offrir des performances de recharge rapide adéquates. Donc, mettons, on comparait avec un véhicule, par exemple Hyundai, que c'est autour de 24 degrés Celsius, ça aurait été beaucoup plus vite préconditionner la batterie comparativement à la Model 3. Donc, tu sais, c'est pas parfait. Fait que, voyez-vous, je pense que, encore une fois, puis c'est pas la première fois que je le dis, le nouvel Model 3 ou le nouvel Model Y avec la batterie longue autonomie de la chimie traditionnelle, probablement mieux adapté à nos conditions changeantes puis à nos extrêmes de température au Québec. Puis d'un point de vue de durabilité de la batterie, à date, toutes les statistiques montrent que ces batteries-là, là, ça dépasse 250 000 km de vie là, avec plus de 80 % de capacité. Donc, à la fin, là, c'est très rare là, des véhicules au Québec là, qui dépassent 300 000 kg. Là. Puis surtout que je pense pas que les Tesla survivent sans rouille là, au-delà de 300 000 km. Donc à la fin, c'est à y penser. Mais bon, on va vous tenir au courant, mais pour l'instant, tout va bien.
vous avais dit qu'on arrêtait au superchargeur à Chicoutimi/Saguenay, mais en réalité, là, la route 155 était pas mal enneigée, vous avez vu. Donc, probablement là, qu'il était impossible pour le véhicule de se rendre. Donc là, petit arrêt salle de bain. On vient de, en quelques minutes, monter la batterie de 10 %. On va se remettre en route, puis on va être super correct. Avant-dernière section là, de cette petite aventure hivernale, là, on va comme faire un topo de toutes les statistiques depuis le début du trajet. Premièrement, regardez, là, on a fait une recharge. On est allé manger à la cage. Donc, j'appelle ça une recharge cachée parce que le 1 heure, 50 minutes que ça a pris charger le véhicule là, de 19 % à 100 % au superchargeur à Saguenay, bien, nous, on a mangé. Il a même fallu que je quitte avant la fin de notre repas pour aller récupérer le véhicule qui était de l'autre bord de la rue. Peu importe. Le véhicule est chargé à bloc, on est à 99 %, mais peu importe. Là, depuis qu'on a quitté Québec, on a fait 520 km. On a consommé 107 kWh. La consommation moyenne en marche est de 207 Wh par kilomètre, donc 20,7. Quand même une consommation élevée par rapport à ce que ce véhicule-là peut faire. C'est un véhicule qui est coté autour de 14 kWh par 100 km. Mais on est en hiver, de la friction, tout ça. Ça s'est bien passé. Là, on est à l'avant-dernière étape de ce trajet, qui est l'étape la plus visuellement intéressante, puisque là, nous avons traversé une chaîne de montagnes, essentiellement, là, on appelle ça le parc des Grands Jardins. Puis on va passer d'une altitude de peut-être une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer dans la ville de Saguenay à près de 980 mètres d'élévation, d'altitude, peu importe. Et ensuite, on descend au niveau de la mer à Baie-Saint-Paul. Donc, ce que j'ai vraiment hâte de voir aussi, c'est la quantité d'énergie qu'on va récupérer. Donc, au travers de ce trajet, vous allez voir là, les magnifiques paysages et à un moment donné, vous allez me voir à l'écran, je vais vous dire, OK, là, on vient de passer le point le plus haut. On va prendre note du pourcentage, puis ensuite, on va se laisser descendre, puis on va voir combien on va récupérer avec le véhicule. Puis évidemment, là, le système de navigation nous dit qu'au superchargeur à Baie-Saint-Paul, on va arriver à 35 %. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si on clique sur l'itinéraire énergie, je vois là, que la partie en descendante est ici à partir de 100 km, où est-ce que la courbe est un peu plus plate? Bien, c'est là qu'en réalité, on parcourt de la distance sans réellement dépenser de l'énergie. On va voir. Peut-être que le statut de charge va monter ou va rester plat. Ça sera à voir. On est sur la route. Hey, c'est la première fois que vous me voyez là. Ça se passe bien. On va arriver au superchargeur à Baie-Saint-Paul dans 89 km à 36 %. Notre consommation depuis qu'on est parti, c'était 55 km, 266 Wh par kilomètre. On chauffe encore la batterie. Fait que la consommation est super élevée, mais on va arriver avec en masse de charge. On s'en fout. Mais là, je voulais vous parler de une question que vous m'avez posée souvent. Les voitures propulsion l'hiver, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est fonctionnel? Bien, je peux vous dire que depuis qu'on a quitté Québec, la chaussée a majoritairement été, comme vous voyez dans votre écran, enneigée, glacée. Puis avec la Model 3, je vous rappelle, les pneus que j'ai, c'est des Continental Viking 7. C'est la 4e fois que j'ai ces pneus-là sur un véhicule, puis je suis vraiment satisfait. Puis c'est pas commandité par Continental, juste un pneu qui est relativement abordable, puis la performance, j'ai toujours trouvé adéquate, surtout sur chaussée enneigée et glacée. Puis regardez ici, là, c'est la même chose. La Model 3, je m'attendais à que ça soit beaucoup plus difficile à contrôler le véhicule, mais le contrôle se passe très bien. Évidemment, lorsque je lâche l'accélérateur puis le freinage génératif embarque au maximum, on sent un peu de patinage latéral à l'arrière, le véhicule ralenti, mais on développe rapidement le réflexe de contrebraquer légèrement pour garder le véhicule droit. Motoneige, excusez-moi, j'ai comme fait un saut, mais bon, peu importe. Ça se passe très bien, honnêtement. Puis pourquoi ça se passe très bien? Généralement, les véhicules électriques, pourquoi que les propulsions, c'est moins un compromis qu'un véhicule thermique propulsion? Bien, c'est vraiment aussi que les véhicules électriques, c'est plus simple contrôler
le mouvement des roues, c'est la rotation des roues, parce que le véhicule électrique peut contrôler, savent exactement la roue à quelle vitesse elle tourne. Puis il n'y a pas de délai nécessairement. T'sais, un véhicule que le moteur est à l'avant, il y a un arbre de transmission, un différentiel, il y a de l'inertie, puis il y a un certain temps de réponse qui, des fois, l'hiver, est trop long. Dans un véhicule électrique, c'est beaucoup plus instantané. Donc, pour le constructeur, c'est facile d'avoir un système de stabilité qui est extrêmement rapide, extrêmement performant, qui émule une voiture, probablement traction, pour la performance hivernale. Puis, dans le cas aussi des véhicules électriques, souvent, avec leur batterie, la répartition du poids à l'avant et à l'arrière est beaucoup plus égale. Donc, le comportement est relativement sain, malgré qu'on est dans un véhicule propulsion, où est-ce que l'hiver, bien, ça serait plus difficile. Mais je peux vous dire, puis mon copilote, Sylvain, que c'est la première fois qu'il conduit un véhicule électrique propulsion l'hiver. En fait, c'est la première fois qu'il fait un road trip en véhicule électrique. Bien, son verdict est, Alexandre, c'est tout à fait correct. Là, il n'y a rien d'épeurant. Puis, évidemment, je vous conseille ça vaut la peine d'avoir des bons pneus d'hiver sur des véhicules électriques propulsion ou 4 roues motrices. Puis, c'est le constat que je fais. J'ai acheté un pneu d'hiver que je connais, qui est performant. Puis la performance est au rendez-vous. Donc, évidemment, vous habitez sur la Côte-Nord, vous habitez au Lac-Saint-Jean, vous roulez dans des chaussées enneigées 100% du temps. Considérez peut-être l'option 4 roues motrices, mais vous habitez à Québec ou à Montréal ou à Sherbrooke, vous êtes peut-être correct avec la version 2 roues motrices arrière de la voiture électrique que vous cherchez, parce que justement, c'est des véhicules que leur architecture est différente. On ne peut pas juste penser un véhicule thermique propulsion, c'est moins bon dans la neige qu'un véhicule à traction 4 roues motrices. Électriques ont un petit avantage là, du point de vue du contrôle, de la motricité des roues, puis leur rotation, puis on peut varier leur vitesse très rapidement. Et c'est là le gain. Donc, c'est la première fois que je l'essaye. Je suis extrêmement satisfait. Écoutez, moi j'habite à Montréal, donc des routes comme ça, on voit ça rarement, mais pour aujourd'hui, puis pour hier, ça a été tout à fait sécuritaire. Puis le comportement est agréable. C'est ce qu'elle font, on sait que la Model 3, de base, a un comportement agréable, surtout dans sa direction. Puis dans la calibration de la pédale d'accélérateur, c'est prédictif et c'est facile à gérer. Donc, on vient de passer le point le plus haut. C'était 896 mètres. J'avais dit 900 quelque chose, je m'étais trompé. 896 mètres dans le parc des Grands Jardins. La batterie est à 50 maintenant. Et là, on a une côte de 16 d'inclinaison pendant 2 km. Puis une suite de pentes assez abruptes durant 30 km. Essentiellement, on descend dans le cratère de Charlevoix. Parce que Baie-Saint-Paul est au bas du cratère de Charlevoix. Donc, ça va être à voir. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit 50 l'estimation de trajet nous dit qu'on va arriver à 36,2 %. Puis on va voir si on arrive là. Donc, on vient d'arriver au superchargeur là, à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Je voulais juste vous montrer, comme je vous avais dit, qu'est-ce qu'on avait récupéré. Donc, l'application trajet que vous voyez ici, le trajet de 75 km, c'est justement là, à partir du moment qu'on a commencé à descendre. C'est à peu près ici, là, au kilomètre 25, il y a 50 km de descente. Puis, on est allé, avec l'élévation, rechercher 6,8 % d'énergie. T'sais, on l'a récupéré, mais on l'a en fait récupéré là, dans cette petite section-là. Vous voyez que le statut de charge n'a pas réellement baissé ou a même remonté là, parfois. Puis c'est ça la beauté du freinage régénératif, c'est que tout le long, là, durant là, ce 75... En fait, dans ce à peu près là,
30 km là, de descente là, de d'environ 900 mètres là, d'élévation, bien, en réalité, je modulais le début de la pédale d'accélérateur juste pour... En réalité, la voiture ralentissait beaucoup trop pour ce que j'avais de besoin, mais en réalité, on est allé chercher de l'énergie. Puis même si je vous montre ici, là, regardez, là, 116 Wh par kilomètre, là, 11,6, c'est rien, mais depuis la recharge à Saguenay, 224, évidemment, là, regardez, il y a 6,8 de la batterie qui est passée, mais en réalité, c'est pas vrai. Il faut que j'aille ici à estimer depuis la recharge, puis en réalité, on est allé chercher... On a mangé 12,7 de la batterie depuis qu'on a rechargé. 12,7 c'est plus de 6 kWh qui a été mangé. Puis on entend encore la thermopompe en ce moment. Puis occupez-vous pas de cette erreur-là, c'est que j'ai un de mes TPMS qui est juste plus lent que les autres. Puis aussitôt qu'il se met à jour, bien, l'erreur disparaît. Fait que c'est pas grave. Bon, c'est la dernière fois que vous allez me voir parler ici. On est sur la route 138 en direction de Québec. On est en train de monter là, vers le massif de Charlevoix. On vient de faire la dernière recharge au superchargeur. Là, on va naviguer vers chez mon ami Sylvain, là, puis on va terminer cette aventure hivernale. On a 671 km de parcouru depuis qu'on a quitté Québec, 213 Wh d'énergie moyenne, qui inclut le préconditionnement de la batterie, qui était comme quasiment tout le temps. Puis dans le fond, on a utilisé 143 kWh d'énergie. C'est beaucoup pour 171 km. Puis la dernière recharge qu'on a faite à l'hôtel La Ferme, le Germain, c'est un beau site de superchargeur, mais c'est juste un V2, là, juste 150 kW. Mais on avait une recharge de 7 minutes, on a mis 13 kWh, c'était juste ça qu'on avait de besoin. Puis comme je vous ai dit, on est arrivé à peu près 5 de batterie plus haut que ce que le véhicule avait estimé. Mais c'est un charme. Là, il nous reste 1 heure de route, 88 km avant d'arriver à Québec et terminer cette aventure hivernale. J'espère que vous avez aimé. On fera une conclusion un peu plus complète. Là, je vais passer au travers de plein de statistiques. Je ferai ça plus tard, au travers du trajet. Là, tout ce qu'il vous reste à faire, ça va être d'admirer les magnifiques paysages de Charlevoix. Voici maintenant à la conclusion de cette aventure hivernale là, avec la Tesla Model 3 2024. Roue motrice arrière, batterie, autonomie standard. Donc, c'était le modèle le plus difficile à tester de par sa faible autonomie de 438 km EPA. Pour conclure, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est qu'on va regarder toutes les statistiques de conduite de ce voyage. Sans plus tarder, je vais changer la configuration de mon écran. Donc là, on est dans l'application Tessie. C'est quoi ce Tessie? Bien, c'est une application tiers partie pour les véhicules Tesla qui est essentiellement un remplacement de l'application Tesla, un historien qui, avec de la télémétrie, récupère toutes les données, que ce soit que lorsque le véhicule est à l'arrêt, lorsque le véhicule roule, lorsque le véhicule recharge. En réalité, c'est une base de données qui se bâtit au fur et à mesure que vous utilisez le véhicule. Ce n'est pas essentiel, mais vous comprenez que pour moi, pour ce que je fais moi, c'est essentiel. C'est un produit qui se vend avec une licence à vie autour de 500 $ canadiens ou avec un paiement par mois. Évidemment, je vais payer la licence à vie de ce logiciel-là. Là. Puis ça permet aussi de faire des fonctions avancées avec le véhicule, de récolter des données, de tous les trajets, aller voir la température de la batterie. C'est fou. Pour moi, pour ce que je fais avec le véhicule, c'est essentiel. C'est peut-être pas essentiel pour vous. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Ce que vous voyez ici, là, ça dit « Analyse conduite ». 3-4 janvier, donc j'ai fait ce voyage-là le 3 et 4 janvier. La distance totale, évidemment, notre aventure hivernale, c'était autour de 700 km parce que c'était de Québec à Québec, donc une genre de boucle, hein, Québec, Latuc, Saguenay, Baie-Saint-Paul, Québec. Mais la distance supplémentaire, en réalité, c'est Montréal, Québec, Montréal. J'ai eu de la difficulté à le séparer, puis je voulais garder ça simple, mais en réalité, ça c'est le trajet total là, de ce tournage. Donc, on a parcouru 1310 km avec le véhicule. On a utilisé 283,5
kWh d'énergie. Ça inclut toute l'énergie qui a été consommée lorsque le véhicule était à l'arrêt, lorsqu'il était sur la position de parking. Donc ça aussi, c'est très utile, Tessie. Ça va chercher toute l'énergie que le Tesla ne vous montre pas. Toute l'énergie qui se perd lorsque le véhicule est stationné, non branché. C'est très important d'avoir ça. Donc, à 283,69 kWh, là, c'est énorme. En réalité, on pourrait diviser cette consommation-là pour avoir la vraie consommation totale avec les arrêts, tout ça. Mais, en réalité, pour moi, ça ne fait pas de sens. Là, parce qu'en réalité, le véhicule était rechargé, arrêté, tout ça, on a dormi dedans. Tout ça pour dire que ça, c'est l'énergie totale utilisée. Ensuite, coût de l'électricité. Là, il se base sur les sessions de superchargeur. Puis les 2 sessions de recharge sur le circuit électrique ont été calculées à 10 sous le kilowattheure parce que je ne peux pas le configurer, mais je me souviens des coûts. Là. Il y a 110 $ de superchargeur. Donc 3 ou 4 superchargeurs plus le superchargeur pour aller à Québec et revenir. Puis après ça, il y a à peu près 20 à 30 $ de circuit électrique. Fait que pour ce trajet-là total, le mettez à peu près 140 $ de dépensés. Puis le coût du carburant, il prend le coût du carburant le moyen au Québec en janvier, 183 $. Donc un peu moins cher que le carburant, mais très très loin du 10 fois moins cher que ce qui est toujours vendu là, lorsque les gens parlent de l'économie des véhicules électriques. 10 fois moins cher, c'est lorsque votre véhicule électrique est rechargé à la maison sur l'électricité domestique, que ce soit avec un câble de recharge 110 volts ou un câble de recharge 240 volts. Ça, c'est tout à fait vrai, tout à fait factuel. Mais évidemment, puisque les recharges rapides se vendent entre 35 et 60 sous le kilowattheure, vous vous rapprochez plus vite du prix de l'essence, bien sûr, mais espérons que dans votre cas ou que dans vos estimations ou vos scénarios, si vous êtes à la recherche d'un véhicule électrique, que vous pensez que la recharge rapide va être quelque chose à l'utiliser en minorité. Hein. Ça sert à déplacer les véhicules lors des longs trajets. Ce n'est pas fait pour ravitailler le véhicule comme une pompe à essence. Je sais que beaucoup de gens en zone urbaine très dense le font comme ça. Écoutez, c'est un choix. Puis c'est pour ça que moi, quand les gens me parlent, je ne recommande pas de véhicule électrique. Si vous êtes certain qu'il va être impossible pour vous de recharger le véhicule sur le 240 volts, soit à la maison ou la recharge de rue là, qui est très très présente au Québec, vous comprenez, c'est là qu'elle est l'économie. Puis c'est plus efficace. Puis c'est moins de tracas, c'est moins cher. Mais en réalité, là, tout ce que vous voyez ici, c'est seulement de la recharge rapide. Donc, en réalité, là, mon collègue Sylvain qui était avec moi, là, la personne qui a été comme le caméraman tout le long de ce trajet, possède un Golf R 2018. Puis, on simulait, là, sur le même trajet, lui, il met de l'essence super, évidemment, mais sur le même trajet, lui, il aurait une consommation de 9 litres au 100. On aurait eu ça aurait coûté à peu près 250-300 $ d'essence. Donc, moitié moins cher. C'était juste un point de référence. L'efficacité énergétique, donc consommation d'énergie pendant la conduite, super important. Donc, la moyenne a été de 217 Wh par kilomètre, donc 21,7. La consommation de référence de ce véhicule-là, c'est 14,7 ou 13,9, là, je ne me souviens plus bien, mais beaucoup moins que ça. Puis c'est pour ça, on le voit ici, efficacité de l'autonomie, essentiellement, on a consommé à 63, à 60, dans le fond, 100%, on roule parfaitement sur l'efficacité de référence du véhicule, 438 km sur 60 kWh de batterie. Bien là, on était à 63% de cette efficacité-là. Donc, on était 37%, à peu près 36% moins efficace que l'efficacité de référence. Gros facteur là-dedans, le préconditionnement de la batterie qui fonctionnait presque tout le temps pour le prochain arrêt de recharge. J'utilise beaucoup d'énergie. Et aussi, évidemment, on était l'hiver, donc chauffage qui était sollicité plus et aussi résistance au roulement, le pneu qui se déplace sur la route avec la chaussée glacée, l'abrasif, tout ça, la consommation était plus élevée. Donc ça, c'est les composants. Graphique super intéressant aussi, c'est l'efficacité de la vitesse. Consommation d'énergie par vitesse du véhicule, puis c'est des trajets de plus de 24 km pour avoir une bonne moyenne. Puis là, on voit chaque point a une efficacité donnée. Donc, mettons qu'on regarde les vitesses d'autoroute là, entre 95 et 100 km/h, le véhicule, puis là, c'est durant ce trajet-là. 194 Wh par kilomètre, 19,4. Ensuite, j'ai un peu moins de distance parcourue après entre 105 et 110, mais 207. Donc, consommation similaire. Puis un peu plus vite, 110, 115, 257 Wh. Il y a quand même une bonne variation. Mais on voit qu'entre 90
et 110 km/h. Là, on est toujours autour là, du 20 kWh par 100 km, c'est typique. Puis à des vitesses plus basses, là, sous 85 km/h, ben là, ça varie plus, ça dépend du trajet qu'on faisait. Là, voyez-vous, le 308 Wh par kilomètre, ça, c'est le segment de route 55 entre la Tuque puis le Saguenay, là où la chaussée était très, très enneigée. Pour tout le monde, c'est l'efficacité avec la température. Donc, entre moins 20 et moins 15 degrés Celsius, le véhicule, son efficacité moyenne était de 230 Wh par kilomètre, donc 23. Donc, quasiment plus de 9 kWh par 100 km de plus. Évidemment, ça inclut le préconditionnement de la batterie qui est très, très énergivore. Puis ça a arrêté sur n'importe quel véhicule électrique. Ensuite, entre moins 15, moins 10, 2,23, à peu près similaire. Moins 10,5, 182. Voyez-vous, il y a une grosse différence. Là. C'est, en bas, passé moins 15, là, on voit vraiment la différence. Mais sous moins 10, là, jusqu'au point de congélation, ça ressemble plus là, à l'efficacité qu'on est habitué de voir sur ces véhicules-là. C'est vraiment le par temps froid. Puis l'explication de tout ça, c'est que le coefficient de performance de la thermopompe, qui est la seule source de chauffage électrique, évidemment, le véhicule va acheter de l'énergie dans la batterie, dans le moteur électrique, dans le système de conversion de courant, puis ailleurs, pour puis réduire la consommation du compresseur électrique là, de la thermopompe. Mais quand même, le coefficient de performance de cette thermopompe-là, passé moins 10, diminue. Puis ça, c'est une thermopompe domestique. Même si vous achetez la meilleure thermopompe domestique qui va jusqu'à moins 35, son coefficient de performance va quand même diminuer. Là. Il va avoir un point le pivot où est-ce que pour elle, c'est plus difficile. Elle va quand même fonctionner, procurer de la chaleur, mais le compresseur va tourner plus vite, va aller utiliser plus d'énergie, va tirer plus d'électricité. Donc, c'est juste ça. Mais là, c'est ça qu'on voit. Donc, tu sais, c'est quand même, la voiture consomme 30 à 40% plus l'hiver. Le bémol ici, que je dis, c'est que le 30 à 40% plus inclut le préconditionnement de la batterie. Si vous roulez le véhicule puis vous le rechargez toujours à la fin du trajet sur une borne de 140 volts, une borne publique, que le véhicule ne va pas préconditionner la batterie, bien, vos consommations seront un peu moins élevées, vont peut-être ressembler même là, à quelque chose comme 20 kWh par 100 km, 18, 19, 20. Parce que le préconditionnement de la batterie sur un trajet de 100 km, souvent là, entre deux recharges, 200 km, on va manger 6 kWh là, dans le cas de mon véhicule. Donc, c'est quand même beaucoup, là, c'est 10% de l'énergie de la batterie là, qui est mangée par le préconditionnement. Mais ça, c'est la réalité de... Donc, j'espère que vous avez aimé là, cette petite aventure. Là. Évidemment, j'ai fait ça pendant mes vacances de Noël. J'ai fait ça à la bonne franquette. Mais j'avais des objectifs à réaliser, je les ai réalisés. Puis ce que j'ai gagné de ce voyage-là, c'est maintenant la confiance de la conduite l'hiver. Là. Je suis revenu à Montréal après. Wow! Je suis tellement plus confiant que ce véhicule-là. C'était vraiment un beau cours ou un bon crash course, comme on dit en anglais, là, pour la conduite hivernale. Je suis très impressionné. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus laborieux, beaucoup plus difficile, beaucoup plus dangereux. En fait, dangereux, c'est pas dangereux du tout. Là, je veux dire, ça me fait penser à quand Jeremy Clarkson, quand il avait essayé la McLaren, là, en français, c'est la MP12, la 12C, la première McLaren moderne qui était sortie là, quand McLaren avait vraiment fondé une compagnie automobile là, exotique. Puis il dit en anglais It lets you drive hard, but it won't let you kill yourself. It lets you drive hard, but it won't let you kill yourself. Ce que ça veut dire, c'est que le véhicule va te laisser conduire de façon assez engagée, mais il va jamais te laisser te tuer. Ben, le système de stabilité qu'il y a dans le véhicule, c'est similaire à ça. On était sur une route enneigée où à 80 km/h, je pouvais donner un coup de volant, le véhicule, je faire non, tu feras pas, non, je te laisserai pas. Un autre coup de volant, non, je te laisserai pas faire. Donc, conducteur moins expérimenté qui ferait une manœuvre brusque, le véhicule le récupérerait immédiatement. Donc, c'est sûr que pour moi, quelqu'un qui aime la conduite engagée puis qui a fait de l'autocross, fait du rallye de navigation, tout ça, qui conduit là, de façon un peu plus soutenue, par plaisir, ben, c'est sûr que le véhicule me retient beaucoup, mais pour le commun des mortels, c'est très sécuritaire et très, très rassurant. Donc, quand même, chapeau, il faut prioriser la sécurité toujours. Si vous voulez avoir une conclusion finale de cet épisode-là, est-ce qu'un véhicule électrique, ça fonctionne l'hiver au Québec? Oui. Est-ce que ça nécessite de la planification? Oui. Est-ce que cette planification-là, après un hiver, vous l'avez gagné, vous allez être habitué pour toute la durée de vie du véhicule? Absolument. Est-ce que vous avez beaucoup de compromis à faire? Pas vraiment, évidemment. Là, J'ai un véhicule autonomie standard là, à la fin. Là, je veux dire, si vous faites régulièrement des trajets comme ça, prenez un véhicule longue autonomie, puis vous allez enlever au moins 3 arrêts de recharge
à ce voyage-là que vous venez de visionner, là, parce que les véhicules non autonomes ont généralement 20% à 30% plus d'autonomie que le véhicule autonomie standard. Mais à la fin, à Plus de Millage, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des tests, on pousse la limite, pas de ce qui est possible, mais on repousse la limite un peu de ce que les gens sont à l'aise de faire. Puis on s'en est très bien sorti. Donc, c'est parfait. J'en suis très heureux. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.